On poursuit ce Lex Inside et on va parler vidéosurveillance algorithmique et protection des données avec mon invité Nicolas Samar, administrateur de l'AFCDP, également fondateur de l'Hexagone. Nicolas Samar, bonjour. Bonjour Arnaud. La vidéoprotection algorithmique est un sujet sensible qui concerne la protection des données mais aussi des questions de vie privée. On va échanger ensemble sur ce sujet. Tout d'abord, pouvez-vous nous rappeler le cadre juridique de la vidéosurveillance algorithmique ? Bien entendu Arnaud. Alors il faut rappeler que s'il s'agit d'expérimentation, de traitements algorithmiques qui sont basés sur des dispositifs de vidéoprotection encadrés par la loi de 2023 sur les Jeux olympiques et paralympiques, ainsi que ses décrets d'application. Cette expérimentation est effective jusqu'au 31 mars 2025. Donc, par rapport à ce calendrier, vous l'aurez compris Arnaud, cette expérimentation va au-delà des Jeux olympiques puisqu'elle concerne toute manifestation sportive, culturelle, récréative qui, de par son ampleur au regard des circonstances et de la fréquentation, présente manifestement un risque élevé d'actes de terrorisme ou de risques graves pour la sécurité des personnes physiques. Alors, évoquons le rôle spécifique de la CNIL dans l'accompagnement de la RATP et la SNCF pour les Jeux Olympiques, donc puisqu'on sait que la RATP et la SNCF ont été au cœur du dispositif. Oui, alors préalablement, rappelez aussi que la CNIL est au cœur de cette expérimentation, Bien puisque sûr. tout projet d'expérimentation doit faire l'objet d'un dossier déposé auprès de la CNIL avec la fameuse AIPD, l'analyse d'impact sur la protection des données, et un acte d'engagement de conformité au décret d'application qui met en œuvre cette expérimentation. Alors effectivement, à la FCDP, on a eu le privilège d'être quelque part au cœur du dispositif, puisque les DPO de la RATP et de la SNCF sont membres actifs de notre association. Et dans ce cadre-là, j'ai pu échanger avec eux dans le cadre de l'organisation d'un webinaire avec la CNIL et le ministère de l'Intérieur. Et comment cela s'est passé? Très simplement, en fait, les DPO, RATP et SNCF ont déposé en même temps, mais de manière séparée, une demande d'accompagnement, puisqu'on oublie que la CNIL n'est pas qu'une autorité de contrôle, c'est également une autorité qui a une mission de conseil et d'accompagnement des responsables de traitement. Et c'est dans le cadre de cette mission que la chef du service économique de la CNIL a joint les deux demandes pour accompagner ces deux organismes en mode projet, par itération. Et le travail s'est focalisé, centré sur l'information des usagers pour permettre une information distincte de la vidéoprotection classique. Concrètement, comment se faisait cette information? Alors concrètement, c'est l'adoption d'un pictogramme commun de ces responsables de traitement, avec une caméra avec un symbole plus pour présenter ce caractère augmenté du dispositif de vidéoprotection, avec également des précisions quant aux modalités d'affichage sur les lieux et le temps avant, pendant et après l'expérimentation des lieux concernés. Alors, on va revenir plus en détail sur la vidéosurveillance algorithmique dans les transports. Concrètement, comment ça s'est passé? Alors concrètement, la RATP et la SNCF ont sélectionné 4 cas d'usage possibles sur les 8 définis par le décret d'application d'août 2023, D'accord. qui sont alors il faut retenir les 4, n'est-ce pas, qui sont la surdensité, les mouvements de foule, le franchissement ou la présence de personnes sur des zones interdites ou sensibles, et bien entendu les objets abandonnés. D'accord. Et donc concrètement ou techniquement, il s'agit de mettre une couche logicielle sur des dispositifs existants de vidéoprotection. Et donc c'est un signal qui va remonter lorsque un de ces 4 événements est remonté par l'algorithme lié à l'événement prédéfini, qui va donc alerter l'opérateur de vidéoprotection qui devra effectuer une levée de doute pour caractériser ou non cet événement remonté par l'algorithme. D'accord. Et après, il y a un lien, j'imagine, avec les forces de l'ordre quand il y a quelque chose de sensible au niveau de la sécurité. Oui, alors en fait, on retrouve le processus classique de la RATP et de la SNCF dans le cadre des interventions liées à une levée de doute
ou à un événement caractérisant des problèmes sur la voie publique, sur un espace ouvert au public que sont les gares de train et de métro. Alors, si on se passe au niveau des gens qui sont surveillés, est-ce qu'il y a des particularités quant à l'exercice de leurs droits? Alors effectivement, puisque lorsqu'on va exercer son fameux droit RGPD, eh bien ici on a affaire à deux traitements distincts. On a un traitement qui est lié à l'algorithme, qui va déposer un signal sur un événement prédéfini, et on a le traitement classique de la vidéoprotection. Alors premier cas de figure, le signal correspond bien à un événement avec des images de la vidéoprotection, et dans ce cas-là, les DPO de la SNCF et de la RATP vont répondre de manière complète aux demandeurs en couplant les deux traitements, alors qu'initialement, on avait une demande que sur le traitement algorithmique. En revanche, lorsque il n'y a pas de signal ou que le signal n'est pas couplé à une image de vidéoprotection, eh bien, le DPO va faire une réponse en invitant le demandeur à réitérer une demande sur le dispositif de vidéoprotection, qui, je vous rappelle, nécessite, dans ce cas-là, d'anonymiser les tiers qui ne sont pas concernés par la Bien demande sûr. par rapport à la protection des données à caractère personnel et de manière plus large de la vie privée. En définitive, quel bilan peut-on retenir de cette expérimentation? Même si vous l'avez rappelé, elle va durer jusqu'au 31 mars prochain. Alors c'est compliqué de vous répondre. Alors, le premier bilan, c'est que nous, à la FCDP, on a fait un webinaire justement de sensibilisation en juin dernier avec les DPO de la RATP, de la SNCF, mais également du ministère de l'Intérieur et la juriste de la CNIL, qui est chef du service économique, qui a accompagné nos adhérents sur ce dispositif. Dans le même temps, on sait que la CNIL a contrôlé ces acteurs, et donc on est en attente des résultats des contrôles de la CNIL, mais également de l'avis du comité consultatif. Alors, c'est pas l'avis du comité consultatif, c'est le comité d'évaluation de l'expérimentation, qui est composé de députés, sénateurs et de personnes qualifiées sur 3 sujets différents qui sont la protection des données, la technologie et les libertés fondamentales. On aurait dû avoir cet avis le 31 décembre de l'année dernière. Apparemment, on devrait l'avoir courant janvier. Donc c'est au regard de cet avis, au regard des contrôles de la CNIL, qu'on pourra faire une véritable première évaluation quant à la réalité ou non de l'efficacité de ce dispositif, et puis également l'impact réel et l'impact perçu sur les libertés fondamentales. Oui, parce qu'il y avait quand même, je le rappelle, beaucoup d'associations qui avaient réagi, qui craignaient pour la protection des droits fondamentaux. Exactement. Et donc c'est vraiment important d'avoir justement le rapport de ce comité d'évaluation avec, et à mon sens c'est important, et c'est une réponse en tant que DPO. Aujourd'hui, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle dans l'ensemble en fait, des secteurs d'activité de la vie professionnelle, mais également privée, personnelle, eh bien, il nous faut des acteurs de disciplines différentes. Il ne faut pas que des juristes, que des ingénieurs. Il nous faut également des philosophes, des déontologues. Comme ça, on a une vision globale sur un sujet sensible comme celui-là. Pour avoir aussi la perception de l'impact sur nos libertés, à la fois collectives et individuelles, puisque je rappelle, la loi informatique et liberté, eh bien, il y a un S à liberté. On va conclure là-dessus. Merci Nicolas Samard d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes administrateur de l'AFCDP et fondateur de l'Hexagone. Merci Arnaud. Tout de suite, l'émission se poursuit. On va parler diversité et inclusion dans la profession d'avocat.